Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kale. Na lamu na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Vous êtes sur Congo Buzz TV et vous regardez votre émission ActuBuzz. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde. ActuBuzz, c'est une émission qui fait les points sur l'actualité et l'actualité reste dominée par l'ouverture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. 2 points sont retenus à l'ordre du jour. On parle de la validation des pouvoirs, mais aussi de l'audition du programme et investiture du gouvernement. L'actualité, c'est aussi ces démentis du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, qui, via son directeur des cabinets, a démenti l'information selon laquelle il aurait procédé à la nomination des bourgmestres et à leur permutation. On va également faire les points sur la formation du gouvernement. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, sur les 23 ministères réservés au cash, l'UDPS obtient la part du lion, soit 15 ministères pour elle et 8 pour l'UNC. L'actualité, c'est aussi la rentrée scolaire. Elle est prévue pour le 2 septembre prochain. La gratuité de l'enseignement sera-t-elle appliquée? On va essayer de faire les points sur tous ces sujets. Et sur ce, nous avons invité M. Augustin Bissimois. Il est de la société civile. M. Augustin Bissimois, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Salut à tous les téléspectateurs et les internautes. On qualifie souvent la société civile comme... j'ai fait votre l'expression de la presse. On vous qualifie souvent aussi des quatrièmes pouvoirs. Vous ne faites pas la politique, mais vous faites les contrepoids de la politique. Mais à voir notre société civile ici en RDC, on a comme l'impression que vous devenez de plus en plus politisé. Bon, en fait, vous savez, nous sommes dans un État que nous voulons démocratique. Et nous ne pouvons pas empêcher les uns et les autres à penser, parce qu'en fait, la liberté de penser, la liberté d'expression, en tout cas, elle est garantie. Mais tout ce que je veux dire, c'est que, à ce qui pensent que nous sommes devenus aussi trop politiques, d'un côté, ils peuvent avoir raison, à tort ou à travers, parce que par moment, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est la politique. Et ce qui a enterré notre pays depuis un certain temps, c'est parce qu'on oublie ce qu'on appelle la gouvernance participative. Et c'est ça, évidemment, le combat de ma structure qu'on appelle Société civile républicaine du Congo. Et donc, nous avons estimé que depuis un certain moment, la politique est en train de piétiner parce que les experts se sont cachés dans la société civile. Et que donc il est important, l'heure a sonné, qu'on aille chercher tous ces experts-là qui se cachent au niveau de la société civile pour qu'ils viennent servir la nation, parce qu'on sent que franchement, tout est en train de piétiner et nous sommes au niveau où nous sommes en train d'appeler à la conjugaison d'efforts, société civile, politique, pour que tous puissent, n'est-ce pas, arriver à combiner les énergies et les efforts voulus pour amener notre pays, n'est-ce pas, à son destin. On parle même d'une société civile qui réclame des ministères au sein du gouvernement. Est-ce logique cette démarche? Je crois qu'on ne peut pas, dès lors qu'on est de la société civile, on n'a pas cessé d'être appelé Congolais. On n'a pas perdu sa nationalité parce qu'on est de la société civile. Vous êtes apolitique? Mais non, mais l'apolitisme, c'est quoi? Vous savez, cher ami, là où les gens se trompent, c'est que lorsque vous lisez les statuts de tous les partis politiques, vous y trouvez ce qu'on appelle les catégories de membres. Il y a les membres effectifs, ce sont ceux-là qui ont les cartes. Il y a également les membres sympathisants qui n'ont pas de cartes, qui ne participent pas activement aux activités des partis politiques, mais ils sympathisent d'une manière ou d'une autre un projet de société quelconque. C'est pour cela, donc, même lors du vote, la société civile vote. Les prêtres votent, les pasteurs votent,
Pourquoi? Parce qu'en réalité, pourquoi ils votent pour X et non pas pour Y? C'est parce qu'ils sont intéressés par un certain nombre de projets de société. Et lorsque vous votez pour tel, indirectement, vous devenez membre et sympathisant de son projet de société. C'est pour cela que les caractères là, apolitiques, je crois que d'un moment à l'autre, nous devons arriver, n'est-ce pas, à les mettre de côté. Si et seulement si, la politique se veut un art de gouverner, de diriger une cité, une nation, et donc on ne peut pas écarter les uns et les autres dans la gouvernance d'une cité quelconque. Sinon, ça va être, je crois, une affaire, n'est-ce pas, privée. Et la politique va être une affaire privée à certaines personnalités. Non, la gestion d'une nation, d'un État, c'est vraiment une affaire de tout le monde. Et l'on ne peut pas dire que parce que X, Y est de la société civile, il a perdu sa nationalité et que donc il ne peut pas servir son pays dans une des 4 institutions de notre pays. Allez, on va aller à l'Assemblée nationale où une session extraordinaire s'ouvre. C'est lundi 19 août. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour. On parle de la validation des pouvoirs, mais aussi de l'audition du programme et investiture du gouvernement. D'abord, faisons les points sur la validation des pouvoirs. Vous avez vécu ce que la Cour constitutionnelle a posé comme acte, des validations et des invalidations, des réhabilitations et des invalidations en cascade. Finalement, tous ces députés décident d'aller siéger aujourd'hui à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de cette session extraordinaire. Comment jugez-vous l'attitude des uns et des autres? Non, moi je crois que les élections, telles qu'elles se sont passées dans notre pays récemment ici, je crois que ça doit faire objet d'une matière à réflexion. Et moi, personnellement, je suis de ceux-là qui ont toujours estimé que jusque-là, nous ne sommes pas allés sur de bonnes bases. Et que donc nous sommes en train de fragiliser davantage notre démocratie et nous allons le regretter si nous ne faisons pas attention. Il n'y a pas, je crois, 4 mois et que nous avons soutenu au niveau de la société civile, nous avons soutenu la démarche de son Excellence Samy Badibanga-Ntita qui a voulu qu'il y ait, n'est-ce pas, une table de discussion ou d'échange en termes de réconciliation nationale parce que pour lui et pour nous, on a estimé sincèrement que l'heure est très grave parce que lorsque vous avez des institutions douteuses, déjà ça discrédite notre pays, ça pose un discrédit incommensurable sur notre État, et que ce soit au niveau interne, même au niveau, n'est-ce pas, des grands salons internationaux, en tout cas, personne ne va nous respecter. Tu as vu comment, que ce soit au niveau de la députation nationale, un peu partout au niveau du Sénat, le président de la République lui-même a suspendu l'installation, n'est-ce pas, du Sénat, parce qu'il a estimé que ces élections sont issues d'une grande et forte corruption. Et donc, c'est déjà un discrédit. Tout un président lui-même qui se rend compte que la Chambre haute est issue d'une corruption, c'est déjà grave et extrêmement grave. Comme si cela n'a pas suffi, la Cour est venue ajouter, n'est-ce pas, de la poudre au feu. Et donc aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux lorsqu'on se rend compte qu'on a un Parlement, parce que nous avons un Parlement bicaméral, un Parlement, n'est-ce pas, qui est douteux, n'est-ce pas, venu de la corruption. Tout cela, en tout cas pour moi, en termes de la diplomatie agressive et agissante, nous pensons que là, ça va poser un problème parce qu'on ne va pas nous croire. C'est comme ça que nous avons appelé à ce qu'il y ait une convocation d'une table de réconciliation nationale, qu'on arrive à réconcilier le peuple avec ces institutions. Personne ne croit à ces institutions. Nous qui sommes avec la population, on n'y croit vraiment pas. Et le président, malgré lui, les pauvres, on les voit en train de se battre ça et là pour chercher à pouvoir réinscrire notre pays sur l'échiquier international et avec sa diplomatie. Mais je me dis, avec tout ce que la Cour a fait, avec tout ce que la CENI a fait dans ce pays, déjà ça hypothèque l'avenir de notre pays, ça hypothèque un peu la démocratie, la sincérité, l'honnêteté. Et tout ça, on ne va plus nous trouver sérieux. Donc, par rapport à la question, revenons-en, il y a certains députés qui ont estimé qu'ils ont été injustement invalidés. Ils sont, je crois, au nombre de 30 à 32. Ils sont en train de préparer aussi venir siéger. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Je me dis, la cacophonie que la Cour a sémée dans notre pays, en tout cas, ça laisse une brèche qui arrive un peu à saboter tout ce qu'on a érigé pendant beaucoup de temps. On travaille sur la démocratie, les acteurs civils ont travaillé, ils sont allés ça et là. Et donc, je me dis, est-ce que ces gens ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Lorsque nous lisons la Constitution,
n'est-ce pas, qui dispose, je crois, son article 168, si j'ai bonne mémoire, qui dispose que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Et donc, le premier arrêt que la Cour avait rendu, est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'il est valable? J'ai dit oui. En vertu de la Constitution, cet arrêt ne pouvait plus, n'est-ce pas, subir des modifications. On parle des erreurs matérielles. Je me dis, est-ce que c'est constitutionnel? Ou tout simplement, c'est des gens qui se sont dit, mais écoutez, nous allons semer les chaos dans le pays pour arriver à embrouiller, n'est-ce pas, le régime Tshisekedi. Je ne sais pas, est-ce que ce n'était pas un plan savamment monté de toutes pièces pour arriver à remettre tout à zéro? Je ne sais pas, mais moi je me dis, on fait semblant d'évoluer, mais en réalité, nous faisons du surplace. Parce que je ne sais pas où est-ce que ces 32 députés pourront en arriver, et donc qui pourra dire qu'ils n'ont pas le droit de siéger? Est-ce que la loi ne le permet pas de siéger? Je ne sais pas. Et donc moi je pense qu'il y a encore à boire et à manger. Et attendons voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Mais nous pensons sincèrement que si le plan dit droit, la Constitution est claire que les arrêts ne sont pas susceptibles d'aucun recours et que donc le premier arrêt que la Cour a rendu, cet arrêt, en tout cas pour moi, Augustin Bissimois, cet arrêt vaut tout son pesant d'or. Ne craignez-vous pas que des échauffourées puissent se produire entre les députés qui ont été d'abord proclamés par la CENI, puis, je ne sais pas moi, validés, et leurs manières ont été aussi validées par la Cour constitutionnelle, puis ils ont été invalidés, réhabilités. Ne craignez-vous pas que des émeutes puissent se produire entre, d'un côté, ceux qui ont été validés par la Cour constitutionnelle, puis invalidés, et ceux qui ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle pour être invalidés après? Ah oui, mais évidemment, c'est tout ça la crainte qui nous a poussé, nous, à soutenir la démarche visant à convoquer une table de réconciliation nationale. Parce que nous avons eu à craindre tout ça, tout ce que vous citez. Et donc, il y a encore les pires qu'on va attendre dans ce pays. Vous savez, nous avons un État très fragile sur le plan, n'est-ce pas, sécuritaire. Et aujourd'hui, nous avons un peu partout les bruits des bottes. On a partout, n'est-ce pas, les groupes armés. On ne sait pas comment ils naissent. Et les gens ne font pas attention par rapport à ça. Avec la documentation que nous avons, n'est-ce pas, nous sommes de ceux-là qui sont tellement documentés par rapport à cette question. Ces groupes armés sont alimentés au niveau endogène, même au niveau exogène, c'est alimenté par les personnalités politiques qui veulent à tout prix se tailler, n'est-ce pas, la considération au niveau de leurs fiefs respectifs. Et donc, qu'arrivera-t-il si jamais un député injustement invalidé rentrait dans sa base et qu'il arrivait aussi à se joindre à certaines milices pour arriver, n'est-ce pas, à compliquer la tâche au président Félix? Et donc, nous avons eu à mettre, n'est-ce pas, au peigne fin toutes ces questions. C'est ce qui nous a motivés à regarder un peu, n'est-ce pas, l'intérêt général. Nous avons dit, arrêtons-nous un moment, assoyons-nous sur une table, n'est-ce pas, réconcilions-nous parce qu'on se rend compte que le mal est très profond. Et donc, par rapport à votre question, la vérité est que la crainte est là, nous risquons les pires. Et je crois qu'il faudra qu'à un certain moment, les institutions de notre pays s'assument. Parce que nous avons crié à qui voudrait nous entendre, personne ne nous a entendus, on a fermé l'oreille. Le président de la République a reçu notre mémo. Et je me souviens lorsque on lui posa la question au niveau d'Ituri par rapport à ça, à cette démarche, et il n'a pas été ni sceptique, ni optimiste, il était un peu, n'est-ce pas, un peu évasif par rapport à ça. Il dit, bon, il a entendu, mais il pense que ce n'est pas opportun. Ça veut dire qu'il a trouvé la nécessité, mais il n'a pas trouvé l'opportunité dans la question. Et lui, qu'est-ce qu'il attend en termes d'opportunité? Il attend évidemment qu'il y ait échauffouré, comme vous l'avez dit. Ce qui est une mauvaise gestion parce que moi, on m'a appris à management que gérer, c'est prévoir et veiller à ce que tout fonctionne pour le mieux. Et que donc, il ne faut pas attendre que ça brûle pour arriver à résoudre des questions. Et il y a ce qu'on appelle la sécurité et la gestion préventive. Ça, j'ai appris, n'est-ce pas, dans une formation en Afrique du Sud. La sécurité est toujours préventive. On ne peut pas attendre qu'il y ait n'est-ce pas, des échauffourées pour chercher à régler des questions. Sinon, la nation ne se gère pas comme ça. Et donc, attendons. Et c'est vrai, franchement, il y a à craindre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce pays. Quand on sent que chaque député de ces 32 a été élu par une base respective et ces bases sont mobilisées, je me dis qu'il y a encore à craindre. C'est là que je salue encore une fois en passant l'honorable Sami Badibanga pour avoir pris, n'est-ce pas, le courage de dénoncer et de présenter ces tableaux parce qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour
avoir des projections par rapport à la vision. Il y en a évidemment qui sont là pour voir loin et d'autres qui sont là pour régler ce qui va arriver. Donc je crois que c'est cette autorité politique de notre pays, n'est-ce pas, de marque rare, a vu loin et a fait ses propositions. Personne ne l'a écouté. Il a été soutenu par nous, société civile. Personne ne nous a écoutés. Et donc, laissons que les politiciens s'assument par rapport à ça. Alors, que pense la société civile au regard de tout ce qui a été produit par la Cour constitutionnelle, des arrêts contestés par les uns? Que pense la société civile? La Cour constitutionnelle doit-elle rester en place jusqu'à la fin de son mandat ou on doit la pousser à une démission? Bon, en fait, le problème, c'est que nous avons déjà écrit par rapport à ça. Nous avons demandé que cette Cour devrait démissionner. Parce qu'elle a fait la honte du monde. Elle a fait la honte de notre pays. Elle a jeté de l'opprobre sur notre nation. Et que donc, cette Cour ne devrait plus rester. Écoutez, lorsqu'on parle des erreurs matérielles, combien on peut en compter? On peut faire 2-3 erreurs, mais pas jusqu'à invalider plus de 32. Vous-même, vous validez et après, vous invalidez. Mais écoutez, maintenant, qui a raison entre la CENI et la Cour? Et c'est là que ça pose déjà un problème par rapport à tout cela. Et donc, pour moi, au même niveau que les bureaux de la CENI, ait fait mandat et doit déposer déjà l'éponge, la Cour, les membres de la Cour devraient aussi démissionner. Ça aura été justice, ça aura été une façon, n'est-ce pas, de laver cet opprobre sur notre pays. Et donc, je ne sais pas que pense le président de la République par rapport à ça, parce que ça va, n'est-ce pas, de son intérêt qu'il ait, n'est-ce pas, des institutions crédibles. Ça va de son intérêt qu'il ait un mandat qui n'a pas, n'est-ce pas, de doute à faire sur ces institutions. Et donc, nous avons écrit par rapport à ça, on ne nous a pas écoutés. Et qu'est-ce qui reste à faire? Nous sommes de ceux-là qui prônent, n'est-ce pas, la non-violence. Nous croyons, n'est-ce pas, à des démarches purement démocratiques. La première des choses, c'est qu'on a écrit, on ne nous a pas écoutés. Et donc, ce qui reste à faire, si on n'a pas vraiment écouté, il nous reste à amplifier les démarches pour arriver à imposer le départ d'une telle cour qui fait la honte de notre pays. On va prendre les deuxièmes points de cette session extraordinaire. C'est les points relatifs à l'audition du programme, mais aussi à l'investiture du gouvernement. C'est-à-dire, on comprend parlant que la mise en place du gouvernement est imminente. Qu'est-ce que la société civile attend de ces gouvernements et quel profil les ministres souhaiterez-vous voir dans ces gouvernements? Donc, par rapport au profil, nous avons écrit d'ailleurs aussi au Premier ministre récemment nommé. Je vais citer son Excellence Sylvestre Ilunga, parce qu'actuellement on en a 2, ce qui est aussi regrettable dans notre pays, parce que nous sommes le seul pays qui a eu à avoir des premiers ministres, et donc ça entre aussi dans notre histoire. Bon, nous avons écrit pour dire que les profils, évidemment, de gens que nous voulons voir au gouvernement, ça doit être des gens qui ont en tout cas un certain nombre de visions. Vous savez, ce qu'on fait comme erreur dans notre pays, c'est qu'on nomme un ministre qui pense venir gérer ce qui existe. On oublie que, franchement, notre pays n'a plus rien à gérer. Nous avons besoin de ministres qui ont des atouts et des aptitudes de pouvoir créer, qui ont des atouts de la créativité, les initiatives, l'innovation. Notre pays n'a plus rien à gérer et c'est comme ça que ça piétine parce qu'on n'a pas de personnes qui sont en mesure, n'est-ce pas, de proposer des idées innovatrices de manière à rendre réel ce que nous avons comme potentialité, de manière à rendre réel ce que nous avons comme richesse. Et donc, tout ce qui arrive, ils veulent gérer les taxes qui existent, ils veulent gérer les impôts qui existent, ils veulent gérer les infrastructures existantes. On ne veut pas en créer d'autres. Et c'est comme ça que nous avons dit, il faut d'abord qu'on arrive à nommer tous ces gens pareils. Et comment les trouver? Chers amis, nous avons partout ici des personnes qui ont eu à créer des petites structures. Déjà, lorsque vous êtes en mesure, même quand vous avez votre chaîne ici, j'imagine que c'était une innovation. Ça n'a jamais existé, vous avez dit, créons quelque chose de ce sens. Déjà, vous êtes des gens sur qui on peut compter parce qu'on sent que dans vous, vous avez quelque chose d'innovation, vous avez quelque chose de création. Vous n'avez pas voulu rester servir dans d'autres médias. Vous avez dit, créons un média
Et ces médias aujourd'hui, j'ai eu des échos, c'est un média très écouté, très suivi. Vous avez créé. Et donc nous avons besoin des gens pareils. Il y a des gens qui ont eu à créer des petites écoles, ça et là. Il y a des gens qui ont créé des petites boutiques, qui ont créé des petits magasins qui raflent aujourd'hui, qui amènent aujourd'hui des impôts à notre pays. Voilà donc des gens qu'il faut amener dans notre pays. Il y a ceux-là qui ont créé des petites et grandes associations, des ONG qui ont fait la fierté de ce pays. Et donc je crois que ces gens-là, on sent déjà dans eux les gens qui ont des capacités et des atouts de pouvoir créer. Voilà un peu le profil dont nous avons besoin dans notre pays. Et aussi, il faut comprendre que ça ne va pas être facile pour les premiers ministres lorsqu'on sait que nous sommes dans une situation particulière, parlant évidemment de cette fameuse coalition. Et donc c'est une situation qui nous met mal à l'aise et nous ne croyons pas sincèrement que nous puissions arriver à cela parce qu'il y a le président de la République qui n'a pas de choix. Parce qu'on aurait dit aller dans la cohabitation. Et en termes de cohabitation, même les partis du président de la République n'auraient dû pas avoir un seul ministre. Mais c'est par coalition que cette fois-ci, on donne la chance, n'est-ce pas, à celui qui a gagné les élections, de pouvoir aussi avoir les acteurs au niveau de ce gouvernement. Mais donc, ce qui veut dire que quelque part, le président a peu de marge de manœuvre par rapport à ça, parce qu'il y a le FCC qui s'est dit, nous avons gagné la majorité au Parlement, nous avons le gouvernement, et c'est nous qui avons les mots à dire. Et donc là, ça pose encore problème, et je crois que le président aura du mal à pouvoir imposer ce qu'il pense en termes de vision. Et nous pensons que le peuple pourra attendre longtemps. Et nous avons déjà commencé à travailler pour préparer la population par rapport aux élections 2023. Parce que maintenant, nous nous disons, on a raté, n'est-ce pas, la piste. On a raté l'atterrissage et nous devons travailler pour arriver, n'est-ce pas, à avoir de bonnes élections pour qu'on se rassure que cette fois-ci, nous ne sommes pas dans des histoires de cohabitation ni de coalition. Et là, on se rassure parce que quand on va parler ici d'investiture du gouvernement, de l'audition du programme, je suis citoyen congolais, je suis activiste des droits de l'homme, je n'ai pas encore entendu une seule réunion où on s'est mis pour harmoniser les programmes. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas entendu parler là où on s'est dit qu'il y a un président de la République qui a été élu et qui a un programme sur la base duquel il a été voté et qui s'est dit harmoniser avec le Premier ministre qui vient du FCC. Et donc, nous n'avons pas encore entendu des séances d'harmonisation. 6 mois, 7 mois, tout ce qu'on a entendu, c'était des séances de partage de 60 quelques ministres. Et nous avons pris comme ça, je crois, 7 mois, 8 mois, des discussions pour partager 64 postes ou 65 postes. Mais je n'ai pas vu des séances voulues pour partager ou discuter, harmoniser les programmes. Et c'est comme ça que je me dis, tout ce que nous allons vivre prochainement, moi je crains que ça ne soit tout simplement de la poudre aux yeux. Et nous pensons que nous devons quitter cet état des choses, nous devons aller, n'est-ce pas, à remonter les débats, de façon à ne pas tomber dans ce qu'on peut appeler l'amateurisme. Même le Premier ministre ici, le pauvre, qui est appelé formateur du gouvernement, est-ce qu'il est réellement formateur ? Je suis en train de poser un doute par rapport à ça. Parce que je me dis, est-ce qu'il est formateur ou tout simplement il est quelqu'un qui vient valider ? Il est formateur, il a reçu les listes venues du FCC et du CACH, il les a transmises au président de la République, une première mouture, et nous attendons la sortie du gouvernement. Mais pendant ces temps, vous avez certaines ONG, mais aussi la base de l'UDPS qui reste hostile face à certaines figures. On parle des gens qui ne doivent pas figurer dans les gouvernements. Le Premier ministre lui-même a déclaré que les condamnés de la justice n'ont pas de place dans les gouvernements, mais par contre, ceux qui sont sous sanctions internationales, ils peuvent prendre part. La base de l'UDPS reste vraiment hostile face à cette position, alors que le président de la République lui-même nous demande de ne pas tenir compte des visages qui vont composer le gouvernement, mais plutôt de voir les travaux qu'ils vont réaliser sous son impulsion. Comment vous réagissez face à cette position du président ? Bon, je crois que nous la lui concédons, parce qu'à preuve du contraire, il est le seul qui a prêté serment. Il est le seul qui a donné, n'est-ce pas, de promesses à la population. Il est le seul qui a promis apporter un changement dans ce pays. Et que donc, 5 ans après, il est le seul qui sera évalué.
parce que tous les autres là, que ce soit les premiers ministres, il n'a pas de compte à rendre au peuple congolais. Il n'y a que le président, le seul au fait qui est garant de la nation, le seul garant du bon fonctionnement des institutions, le seul qui a prêté serment, qui s'est engagé à apporter un changement voulu au peuple congolais. Et donc c'est à lui de définir, n'est-ce pas, le chemin qu'il voudra pour y arriver. Et donc, je me dis sincèrement par rapport à ça, c'est vrai que lorsqu'il parle des personnes, n'est-ce pas, qui sont poursuivies par la justice, et là il a raison, parce que dès lors qu'un membre du gouvernement entre, n'est-ce pas, aux affaires, automatiquement, ça va être compliqué qu'on puisse l'amener à répondre de ses actes. Et c'est pour cela que nous pensons qu'à ce niveau, le Premier ministre a raison. Mais en ce qui concerne les sanctions, n'est-ce pas, internationales, nous saucillerait que nous avons, n'est-ce pas, nous nous étions opposés à ces sanctions-là, parce que nous ne pouvons pas continuer à être sanctionnés par la Belgique. Ça, c'est vraiment honteux. C'est comme si nous étions encore un État colonisé. Ce n'est pas les Congolais qui ont été sanctionnés, mais plutôt des individus qui ont été sanctionnés. Mais non, mais ces individus-là sont des Congolais. Comment est-ce que la Belgique peut sanctionner un Congolais ? Nous avons des institutions juridiques et judiciaires dans notre pays. C'est nous-mêmes qui devons arriver à sanctionner, n'est-ce pas, les citoyens congolais. Et donc nous pensons qu'il y a encore à boire et à manger, parce qu'il y a des sanctions aussi qui ont tendance à pouvoir recoloniser le pays. Et ça, nous disons non. Nous ne sommes pas d'accord avec de telles sanctions. C'est des sanctions, en tout cas, que nous qualifions de nature à pouvoir montrer que la RDC était un sous-État, la RDC était un État sous tutelle, et nous disons non par rapport à ça. Et donc, il faut que nous arrivions à un certain moment à confirmer notre souveraineté, à confirmer notre émancipation, à confirmer notre indépendance. Nous ne pouvons plus être sous les jougs d'un petit État comme la Belgique qui n'a pas vraiment des leçons à nous donner, d'un petit État comme la France. Nous disons non, ça c'est révolu. C'est nos dirigeants qui sont en train de nous amener dans ça, parce que lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils sont en train de demander tous le pouvoir à l'extérieur, ça fait que tous ces gens-là se disent c'est nous les donateurs du pouvoir et c'est nous qui devons contrôler la RDC. Nous disons non, notre pays, en fait, moi, j'ai des larmes aux yeux lorsque je pense à Lumumba. Ça me fait penser à Lumumba, et tout ça, quand je pense à lui, j'ai des larmes aux yeux. Mon cœur saigne parce que je ne vois pas franchement les gens qui ont compris qu'il faut continuer à se battre pour confirmer l'indépendance que nous avons reçue dans notre pays. Et donc, ces sanctions-là, étaient-elles légales? Étaient-elles, n'est-ce pas, légitimes? Nous disons peut-être non. Écoutez, quand Kadhafi est mort, ce sont eux qui ont tué Kadhafi. Qui en parle? Personne n'en parle. Abiyarimana, ici au Rwanda, il est mort. Qui l'a tué? Mais on ne veut pas en parler. Qui a sanctionné les gens qui ont tué tous ces gens-là? On continue toujours de parler du gouvernement. Comme vous le savez, sur les 23 ministères réservés au cash, l'UDPS obtient 15 ministères et l'UNC 8. Mais moi, j'ai comme l'impression que les gens qui vont former le gouvernement s'occupent beaucoup plus de leur poste au lieu de s'occuper vraiment de la République. Parce que si vous voyez tous ces 7 mois passés pour se partager des postes, des ministères, tout ce que vous voulez, les gens ont comme l'impression qu'on ne parle pas vraiment du Congo, mais on parle beaucoup plus des individualités. Vous avez 15 ministères pour l'UDPS et 8 pour l'UNC. Comment vous jugez cette répartition? Non, mais écoutez, je crois que le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème, comme vous l'avez dit, c'est le temps que nous avons perdu. C'est le temps que nous avons perdu en train, n'est-ce pas, de travailler par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse passer 8 mois, 7 mois en train de se partager les postes. Franchement, je l'ai dit tantôt, c'est anormal. Nous aurions voulu qu'on perde le temps en train de discuter, d'harmoniser les programmes. Ça aura été une bonne chose. Mais le problème par rapport au partage des postes, je me dis 8, 15 ou 40 combien, c'est pas moi. Et le problème, c'est que la CENI et la Cour nous ont plongé dans ça. Et nous n'avons pas de choix. Le président non plus n'a pas de choix. Et il fait avec. Il cherche à se tirer d'embarras. Mais je me dis, le pauvre, est-ce qu'il saura s'en sortir? Enfin, nous les soutenons, nous voyons comment il est en train de se battre pour arriver à nous apporter les changements voulus. Nous soutenons cela et nous pensons qu'avec le concours de tout le monde, il pourra en aboutir. Mais par rapport au partage des postes, ça ne dépend pas de lui. Il vient hériter, n'est-ce pas, un truc, c'est pas monté d'où par la Cour, par la CENI, et donc il fait avec.
il fait avec, parce que s'il n'était pas prêt à faire avec, il aurait dû dire « je renonce ». Mais comme il a accepté, qu'il soit conséquent, et donc, voyons, peut-être que ça va marcher avec ça, mais je crois que ça, c'est une suite logique de la manière dont la CENI et la Cour ont fait les choses dans ce pays, et le président n'a pas de choix, il est obligé de faire avec, d'aller dans cette logique de partage. D'ailleurs, je les félicite pour avoir décroché 24 ministères, parce que les partenaires n'auraient pas voulu que ce soit ainsi. Et si ça serait resté seulement la cohabitation, il n'aurait même pas un seul poste ministériel. Mais je les félicite d'avoir décroché 24 entre les mains du FCC, 23 entre les mains du FCC. Donc je crois que là, le partage n'est pas un problème, mais le problème c'est le temps qu'on a mis en train de partager, n'est-ce pas, 60 combien de postes ministériels. Parce qu'on aurait bien voulu discuter sur le programme, c'est ce qui nous intéresserait, nous, au niveau de la population. On va parler de la ville de Kinshasa. Kinshasa qui, la semaine dernière, c'était le week-end, on a vu des documents être relayés dans les réseaux sociaux où les gouverneurs de la ville de Kinshasa auraient nommé des bourgmestres et permuté certains. Ce matin, un communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa qui dit que c'était un fake news, c'était un faux document. Mais comment vous justifiez aujourd'hui le fait que les dossiers, même les plus discrets, même les dossiers qui sont censés rester confidentiels, puissent fuiter comme ça sur la place publique? On en a connu à la présidence, il y a même des dossiers de l'ANR qui circulent dans les réseaux sociaux. Est-ce que ceci prouve la faiblesse de notre administration? Bon, je ne vous ai pas forcé de le dire, mais je crois sincèrement que c'est non seulement que c'est une faiblesse, mais aussi je crois qu'il y a un problème. Nous n'avons pas été préparés, n'est-ce pas, à affronter la haute technologie. C'est-à-dire, on nous impose une technologie, mais c'est seulement celui qui a imposé la technologie, c'est lui qui sait ce qu'il cherche. Parce que la manière de déstabiliser toute une nation, les colons, ils en ont beaucoup. Ils ont beaucoup de stratégies de pouvoir continuer à déstabiliser, n'est-ce pas, les nations africaines. Et parmi ces mécanismes, il y a également la haute technologie. Et lorsque nous la payons, nous achetons cette haute technologie, mais nous subissons les conséquences parce que nous n'avons pas les mécanismes en réalité de pouvoir, n'est-ce pas, juguler ou gérer cette haute technologie d'information et de la technologie. Et c'est là que je pense, j'ai fait appel à une faiblesse évidemment au niveau du ministère de l'information et de la technologie. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, avec ce qu'on appelle cybercriminalité. Nous ne sommes pas très avancés par rapport à ça. Donc là n'est pas le débat. Le débat figure au niveau du démenti qu'on a présenté. Et moi je me dis, fallait-il attendre tout ce temps pour présenter un démenti? Parce que là où les renseignements fonctionnent comme il se doit, j'ai eu à travailler pendant beaucoup de temps dans les services de sécurité et j'ai eu même à faire beaucoup de formations à l'extérieur par rapport à ça. Je me dis que la sécurité est préventive. Et pour faire une meilleure sécurité, il faut de très bons renseignements. Et moi, je me dis, la ville de Kinshasa a des services de renseignement. Le même jour que ces documents a circulé sur les réseaux sociaux, et donc, une autorité proactive, c'est le même jour qui devrait dire « Attention, il y a un faux document qui circule ». Mais on a attendu, je crois, plus de 72 heures pour présenter un démenti. Ce qui est déjà une faiblesse au niveau de la gouvernance. Et je suis en train de faire un appel au gouverneur Gentilin Ngobila qui m'écoute, qui me suit. Je sais que c'est quelqu'un qui aime suivre, n'est-ce pas, les informations. Franchement, ces services ne l'ont pas aidé. Et je me dis, si le document a circulé, n'est-ce pas, à 7 heures, il était déjà important qu'à 8 heures déjà, les services proactifs puissent dénoncer et dire attention, il y a un faux document. Mais le fait qu'on ait attendu plus de 72 heures, déjà ça pose, n'est-ce pas, un doute repose par rapport à ça. Et beaucoup d'analystes avertissent et disent, mais est-ce qu'il n'a pas démenti parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des bêtises dedans? Parce qu'en réalité, il y en a. Il y a beaucoup de bêtises lorsque l'arrêté parle d'un arrêté portant permutation. Mais dans cette permutation, on y voit de nouvelles figures. Ce qui ferait croire qu'il fallait qu'ils disent aussi portant nomination et permutation. Alors le fait qu'il n'a pas qualité de nommer, c'est comme ça qu'il a caché, n'est-ce pas, le mot
nomination, il passe seulement des permutations. N'est-ce pas la pression des ONG et de l'Église du Christ au Congo qui sont montés au créneau pour dénoncer cet acte qu'ils ont jugé d'anticonstitutionnel qui a poussé aussi le gouverneur de la ville de Kinshasa à reculer et à qualifier ces documents de fake news? Encore une fois, je te soutiens. Je ne te force pas non plus de le dire parce que tu es aussi analyste et observateur. Je crois sincèrement qu'avec tout ce qu'il vient de démontrer ici, tout laisse à croire qu'il a subi une pression. Et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bêtises et qu'il risquait trop parce que d'ici, c'est la rentrée, je crois, parlementaire. Et je ne pense pas, avec les députés qu'il a au sein de cette chambre-là, je vois le président de l'Assemblée, le pasteur Godin Poi, que je salue en passant, et je vois, n'est-ce pas, son efficacité, sa manière de travailler. Je ne les vois pas fermer l'œil par rapport à ça si on aurait laissé cet arrêté passer. Parce que pour votre information, et je ne vous informe rien, à l'UDPS, on a eu à présenter même les heureux nominés par rapport. Oui, on parle des 3 parlementaires debout de l'UDPS qui ont été présentés par Augustin Kabouya à la base au cours d'une matinée politique. Est-ce que vous considérez ça comme une imprudence ou comment? Je crois que même au niveau du PPRD, on a eu à faire des messages de félicitations à certains cadres du PPRD nommés. Donc c'est comme ça que je crois sincèrement qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'un fake news comme on l'a dit. En tout cas, les doutes continuent à reposer. Et tout ce que nous disons, c'est que nous aurions demandé au gouverneur de retirer de manière, n'est-ce pas, de manière civilisée cet arrêté et dire, honnêtement, je me suis trompé, je retire cet arrêté. Parce que c'est entaché de beaucoup d'irrégularités. Ça aura été sage que de commencer à mentir, surtout parce qu'il a dit évidemment qu'il a mis la main sur celui qui a inventé ces documents et il a promis les mettre devant la justice. Nous attendons suivre l'évolution, n'est-ce pas, de ces dossiers, mais nous croyons sincèrement que ça va être, n'est-ce pas, un démenti qui n'a pas vraiment sa place. On doit cesser de nous tromper. Notre pays est assez mature, le peuple congolais est assez mature qu'on ne peut pas continuer à les tromper plusieurs fois comme ça. On va chuter avec vous en lingala. Je ne sais pas si vous parlez lingala. Bon, je suis congolais, je sais un peu parler lingala. Voilà, on va chuter avec vous en lingala concernant le dossier à rentrée scolaire. Le 2 septembre, il faut besoin en classe, mais il y a gratuité et enseignement primaire. Il y a loi, il y a la constitution de Bisso, le président de la République passe à la promesse à nos parents pendant la campagne électorale que tout le monde va autant au fêler. Est-ce que la gratuité est vraiment effective? Bon, na likambo etali gratuité de l'enseignement primaire pour que bana batanga au fêler. Nakanisi ke lokolo lobi yango eza droit na biso et kozala cadeau te o bakopesa peuple congolais eza droit banda kala tozo sala nyos o sengeli pour que enseignement primaire ezala gratuit lokola mibeko ya mwa na biso elobi yango bukuli konzi elobi yango banda topona bukuli konzi wana eloba yango nakanisi ke soki esalamite tozotia yango na violation flagrante, n'est-ce pas, de la constitution de notre pays. Kala bato bana kosakana parce que toba kite que toza na état de droit. Mais sikoyo mboka na biso e kofrote maboko po toya na mokonzi oyo ye moko azo prêcher yango, azo prêcher état de droit et pesi biso possibilité yako diembela simanaye pour que to revendiquer enseignement wana ezala ofele nenge mboko mboka na biso elobi yango, c'est-à-dire que etozo la rentrée d'ici les 2 ezala et soki enseignement wana eza gratuité nakanisi que toza mobiliser to bandi déjà ba réunion partout tozo mobiliser ba association nyoso société civile nyoso ezala confession religieuse bango nyoso baza mobiliser pour que préfet ezala directeur ezala nani oyo akosenga mbongo to s'attaquer to lobake grève et banda peuple congolais et lobake président Félix aloba yango parce que na bamboka msusu oyo président alobi eza déjà au babenga ka force de loi. Et c'est comme ça que au babengaka autorité suprême et sengeli to respecto to sayango alobi yango déjà et sengeli et salama tozozela les deux pour que to lobake et kosala mate nakanisi que ezane tozo kende vite en besogne tozozela les deux tozela directeur oyo akobenga na bana pour que bana batangate
yango sikoyo biloko nyonso tozosala tozoprépare ekomona na ville ya Kinshasa ekomona na mboka mobimba ezala même organisation des enseignants syndicalistes bango nyonso baza mobilisé pour que enseignement wana ezala gratuit yango tosengi premier ministre et na programme na ye oyo akokende kala mingi te ko présenter na assemblée nationale tosengi ye nyonso papa premier ministre sala nyonso sengeli enseignement wana ezala gratuit soki ozana posa ke peuple congolais elinga yo lokola président alobaki yango na programme na yo tia enseignement wana ezala ofele soki ozana posa o diriger pendant longtemps tozo senga yo enseignement wana ezala gratuit en tout cas nakanisi ke soki tolobi ke ekozala gratuité ekozala mate ekozala neti tozo kende vite en besogne ngana za mutu oyo na croiraka na eloko président alobi parce que je crois dans tous les états qui se respectent oyo président alobi ezalaka force des lois maintenant wa oso tamboli na ba école mona ba parents ba futa déjà ba account na ibité gratuité yango ezo concerné kaka ba école o eza ko appartenir na l'état ou to beng ba école publique to même ba école conventionnée pe c'est ba s'aligner derrière loi wana ya gratuité à enseignement primaire bon nakanisi ke ba oyo bazo futa déjà baboti o bazo futa ba mbongo o babengaka confirmation tout ça nakanisi ke omoni ke tango to salaka ba kombanyo so to salaka pour que enseignement ezala gratuit tozalaka na blocage quelque part blocage ezalaka du côté ya baboti ezalaka pe du côté ya basango yango na sengi bango cette fois-ci basala attention parce que mobilisation ndenge ezo salama na ndenge assez nakanisi ke kozala passe na mboka na biso si on ne fait pas attention par rapport à ça alors nyoso zo sala mabo bazo futa bafuta na bango mais nakanisi ke bako regretter parce que cette fois-ci peuple congolais eza déterminé que enseignement wana ezala gratuit tozana mokonzi yemoko aye na slogan le peuple d'abord yemoko aye na slogan na projet de société faire de la RDC un état de droit. Un état de droit et là qu'ici respect il y a beaucoup de konzi et donc tokodie melasima il y a malobanaye pour que enseignement wana ezala gratuit. Monsieur Augustin Bissimwa, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra, puis vous allez vous adresser aux milliers de Congolais qui vont vous suivre à travers le monde. Oui, je suis en train de dire au peuple congolais et même tous ceux-là qui sont au niveau extérieur, la diaspora, de continuer, n'est-ce pas, à travailler pour l'unité de notre pays, de continuer à travailler pour la paix, parce que notre pays a besoin de la paix, notre pays a besoin de l'unité, la solidarité, pour arriver, n'est-ce pas, à compter avoir un État fort, comme l'a prévu le héros national Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. Nous pensons sincèrement qu'il est important que nous puissions tous arriver à soutenir le président de la République pour que ce qu'il nous a promis soit une réalité. Et nous avons aussi un appel à faire au gouvernement qui sera mis en place prochainement d'insister, de faire en sorte que l'enseignement primaire, comme nous venons de le dire, soit effectivement gratuit. Parce que le peuple congolais, les parents sont tellement fatigués, ça fait beaucoup d'années que les parents paient la prime et nous ne pouvons pas continuer à supporter cela parce qu'on se rend compte en réalité que l'éducation est piétinée, elle est bafouée et sans cela nous ne pouvons pas avoir un État fort, un État que nous voulons, n'est-ce pas, fort dans les concerts des nations. Monsieur Augustin Bissimwa, merci de répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour la confiance et l'invitation. C'est par ici donc que nous mettons un point final à ces numéros d'Actubuzz. Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous vous disons merci. Nous remercions également Némi Nems qui était derrière cette caméra. Et merci très spécialement et particulièrement à toi, Karis Louzaba Mavungu, de me suivre depuis quelque part. Au revoir et à la prochaine. Polosa et simba lisute pour makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba chama ni na kanya na lemo na ke kuna là va ah on nous a arrangé comment OK ah ouais ni yo mikaka vraiment
ça. Et en plus, na yo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.